ainsi que Chloé Soriano, que je vois qu'elle est là, qui répondront à vos problématiques d'utilisation. Hein, donc, ça, pour moi, c'est important. Vous avez moins de problèmes, vous écrivez. L'autre point aussi, c'est que vous aurez systématiquement, après chaque séance, un retour. Après chaque séance, vous aurez vos commerciaux qui vont vous rappeler pour vous dire comment ça s'est passé, faire un point avec vous. N'hésitez pas aussi à vous exprimer parce que, en fonction des attentes, des besoins, nos conférences pourront bouger. On pourra faire évoluer les présentations et on pourra peut-être faire venir aussi d'autres experts. Alors, j'ai Mélissa qui me fait du bip bip là en me disant Jean-Pierre, il est temps d'arrêter, puisqu'elle a, je pense, terminé d'accueillir l'équipe. Donc, je vais lui laisser la parole et puis participez bien et n'hésitez pas, il y a tout de suite. Mélissa, c'est à toi. Ah, On l'a perdu. on a perdu Mélissa? Ouais. Le temps que Mélissa revienne, je vais regarder un petit peu d'où vous venez. Donc, bonjour GEA, G électronique. Donc là, il y a des Grenoblois. Thomas Derderian, oui, bonjour CPLEC. Donc Thomas, je vous le présente juste, c'est un nouveau CPLEC qui est arrivé juste pendant la période de confinement. Donc, pour démarrer dans une entreprise, c'est toujours très sympathique, mais on lui a donné un peu de travail. Bonjour à Allô. tous. Mélissa, tu Oui, nous as bonjour. récupéré? Oui, je vous ai récupéré, pardon, j'avais quelqu'un qui n'arrivait pas à se connecter, qui m'a appelé. Ok. Voilà. D'accord. Alors, je Donc, continue juste AML, département 02 dans l'Aisne. Oui, oui, bienvenue. Voilà. Je vais passer je n'arrive pas à la avoir. parole maintenant à qui va continuer sur un peu l'organisation de cette journée. Oui. Alors du coup, je vois juste une personne qui n'a pas le son, une personne de G électronique qui a mis dans le chat. Donc, si quelqu'un pouvait prendre contact avec eux pour voir. Merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui pour donc ce deuxième live de la semaine sur la thématique du brasage. Hier, on a parlé des décharges électrostatiques. Aujourd'hui, on va parler de brasage manuel. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui étaient déjà avec nous hier. Donc, voilà, c'est chouette. Un tout petit rappel sur les règles pour que tout le monde puisse suivre le live correctement. Là, on est 24 en ligne. Donc, pour éviter le brouhaha de chacun, les micros sont coupés. C'est Pascal qui les réouvrira en fonction des questions qu'il y a à poser. Le chat est à votre disposition, donc on est plusieurs à suivre les messages sur le chat, donc voilà, vraiment n'hésitez pas à communiquer dessus. Ce live, c'est donc le deuxième que l'on fait de la semaine. Il y en aura un troisième qui aura lieu demain à 14 h sur l'IPC. Et chaque semaine, nous aurons donc ces mêmes moments d'échange, en fait, ces mêmes lives les mardis, mercredis et jeudis. Ça nous permet à tous d'échanger, de rester en contact. C'est vraiment un moment qui est censé être convivial pour nous tous. C'est vraiment un moment d'échange. Voilà, donc merci à tous et je laisse maintenant la parole à Pascal. Merci Mélissa, bienvenue. Donc, bienvenue à notre webinaire sur les techniques de brasage. J'ai une petite introduction. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est un jour particulier, puisque c'est le 1er avril. Bon, trêve de plaisanterie. Alors, voilà ce que... Pardon. Donc, tout d'abord, on va commencer par une présentation de CPLEC. Après, je vous présenterai donc Movigo. On va rentrer doucement dans le bain. Je vous proposerai un petit quiz de 5 questions. Ensuite, on verra comment on fait pour réaliser une brasure de qualité. On verra ensuite quelques techniques de brasage des composants montés en surface.
Et puis, donc, il y a une page aussi pour qu'on puisse garder le contact, parce que c'est important pendant cette période. Et on finira donc par des questions-réponses. Bon, je vais redonner la main à Jean-Pierre Villain, qui va vous faire une présentation de CPELEC. Alors, je vais être assez rapide, hein, puisque beaucoup connaissent un peu la société, mais c'est bien de rappeler. Pour ceux qui étaient présents aux 30 ans de CPELEC en 2018, hein, donc 30 ans d'existence, et à l'époque, CPELEC avait été créé par des personnes qui avaient déjà une trentaine d'années d'expérience dans l'électro en général. Donc, il y a un petit peu de retour. Alors aujourd'hui, CPELEC, c'est quoi? C'est 3 domaines d'activité issus de notre histoire, qui est l'électronique, donc les sous-traitants électroniques et ce qu'on appelle les fabricants électro, c'est-à-dire les utilisateurs de cartes électroniques. Aujourd'hui, on en met un petit peu partout. Donc ça, ça représente encore, on va dire, 60 à 70% de notre chiffre d'affaires, avec 3 activités qu'on a séparées, vous verrez après pourquoi. Nous, on est d'abord dans l'usine de production. On est vraiment dans l'atelier. Et aujourd'hui, on est là pour accompagner les industriels pour vraiment améliorer, optimiser leur process. Et quand je dis un accompagnement, c'est un point important, c'est que c'est pour les prochaines années. Donc, fiabilisation des process. Chez l'électronicien, il y a toujours aussi un peu des zones à risque à traiter, hein, tout ce qui est un peu vernissage, tout ce qui peut être produit dangereux. Eh bien, on accompagne aussi nos électroniciens sur la gestion de ces systèmes par de l'identification, hein, puisque identification industrielle, j'identifie ma carte électronique, j'ai aussi la possibilité d'identifier ma zone à risque avec derrière prise en compte de la sécurité de la personne. Ensuite, une autre activité, c'est traitement de la pollution. Bien sûr, on est parti sur les fumées de brasage, poste manuel, le four, la vague, tous ces ensembles-là. Puis après, on a eu les solvants. Et puis après, on a eu des électroniciens qui ont commencé à nous dire, oui, nous on fait du marquage laser, hein, ça dégage un peu de pollution. Comment vous êtes capable de traiter tout ça? Donc aujourd'hui, nos activités, on est au niveau du process et on est quand même assez orienté sur la sécurité. Pascal? Donc, on est là pour, comme je l'ai dit, optimiser la fiabilisation du process. Alors, on intervient à plusieurs niveaux sur du diagnostic. On vient chez vous, hein, on se déplace dans l'usine, on regarde un petit peu comment ça se passe. Notre objectif, c'est vraiment qu'ensemble, on arrive à définir la problématique et derrière, proposer plusieurs solutions qui peuvent être un audit un peu plus complet, qui peut être une formation métier ou une formation, on va dire, un peu plus transverse, et qui peuvent être aussi derrière des solutions techniques. C'est-à-dire que là, on aborde un peu le produit, l'équipement. Et puis, comme je disais, un accompagnement sur le long terme. Alors, l'idée, c'est qu'on est là pour faire en sorte que le collaborateur chez vous ait tous les moyens pour bien fonctionner. Alors, quand on parle de moyens, c'est d'équipement, mais ça peut être de procédures, ça peut être d'éléments de sécurité et ça peut être de compétences. Donc, on va intervenir sur vos process, vos procédures, on va intervenir sur vos formations. L'année dernière, on a formé plus de 500 personnes sur toute la France, donc, et dans divers points. Et puis, on prend en compte aussi l'aspect humain sur qualité de vie au travail, la partie ergonomie, tout ce qui est un peu la gestion des risques, mais je le répète, dans l'unité de production. Alors, on propose un accompagnement dans le temps avec une offre globale. Comme je dis toujours, je vends le logiciel et je vends l'ordinateur. Comme ça, s'il y en a un qui ne va pas, vous savez sur qui taper, je veux dire, hein, on ne se renvoie pas la balle. Donc, on assume pleinement. On assume tellement qu'on s'engage sur une obligation de résultat. Si la formation qu'on vous a faite ne vous convient pas, on la refait. Si le produit qu'on a mis en place chez vous ne vous convient pas, on le remet en place. Alors, bien sûr, tout ça conforme à un cahier des charges de départ, bien entendu. Donc, des exemples ici, c'est des audits, c'est qualification alliage, c'est de la formation IPC. On peut travailler aussi sur des formations, on a des partenaires sur des conduites du changement, etc. Solutions de brand. Alors, comme je le dis toujours, l'équipe CPELEC, c'est quoi? L'équipe CPELEC, ce sont les salariés CPELEC, oui.
mais ce sont nos experts partenaires et ce sont nos fabricants partenaires. Alors, quand je parle de fabricants, nous, on n'est pas un distributeur qui a 150 marques, on est plutôt un distributeur qui a plutôt 10 marques, mais on a des marques représentatives. Donc, aujourd'hui, l'équipe CPLEC, c'est plus d'une trentaine de personnes à votre service. Pascal? Et puis, le dernier point, on se positionne vraiment sur la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, pour moi, c'est ce que reconnaît le client. Ce n'est pas à moi de dire je vous ai apporté une valeur ajoutée, c'est à vous de me dire très bien, vous m'avez permis de. Et comme on a démarré au niveau de l'électronique, hein, on l'a vu, eh bien aujourd'hui, on a 30% de notre activité à peu près qui est dans d'autres secteurs. On sait traiter les polluants laser, et bien aujourd'hui, on a l'agroalimentaire, la cosmétique qui nous appelle en disant qu'est-ce que vous pouvez faire avec nous? On travaille sur le document unique, on fait l'analyse des COV, on recycle les filtres usagés, on a aussi des contrats de suivi de process. Dans la partie consignation des zones à risque, aujourd'hui, on a des gens comme Vika qui nous demandent d'intervenir sur leur procédure de consignation pour leurs 23 filiales en France. Donc, notre savoir-faire dans le domaine électronique, nos clients historiques nous ont permis derrière d'apporter à d'autres clients un peu ce qu'on avait mis en place grâce à vous. Voilà une rapide présentation de CPLEC. Donc, surtout si vous avez des questionnements, des interrogations, vous avez vos commerciaux qui sont avec vous. Vous les relancez, il vous expliquera ça sans aucun souci. Allez Pascal, je te repasse la main. Allô Pascal, on t'entend? Oui, pardon, j'avais coupé mon micro, pardon. Je voulais pas te déranger. Alors maintenant, je vais vous présenter Movigo. Donc, c'est une société de services en électronique qui propose une approche globale avec des services à la carte. On est spécialisé dans deux domaines qui sont le brasage manuel et l'IPCA 610, et puis la prévention et la maîtrise des ESD. Une expertise qu'on met à votre disposition aussi dans les normes. Donc, notamment l'IPC, l'IPCA 610, donc là je suis traîneur certifié, l'IPC WHMA A620, l'IPC 7711, 7721. Et puis, pour les ESD, sur les normes internationales qui sont éditées par la CEI ou IEC, et donc Movigo est membre expert de la commission de normalisation de l'AFNOR UF101 et de plusieurs groupes de travail du comité technique international TC101, donc qui s'occupe de l'électrostatique. On a une approche globale dans ces deux domaines. Donc, en général, on commence par un audit, mais pas forcément, conseil accompagnement et des formations à plusieurs niveaux, pour plusieurs types de populations dans les entreprises. Allez, on va s'échauffer, on va faire un petit quiz. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chat. Donc, en électronique, on brase ou on soude. N'hésitez pas à participer. Bien. Je vois déjà 2 réponses, 3 réponses, 4 réponses. Oh, mais il n'y a que des experts aujourd'hui. Brase. C'est bien. OK. Ah, il y a même des experts, brasage tendre. Ça, c'est Jean-François Brunet, oui. Exactement, on brase. Le soudage, c'est quoi? C'est l'assemblage à l'aide d'un métal d'apport qui est de même nature que les pièces à assembler. Et les pièces à assembler sont en fusion. Et donc, la soudure, c'est le résultat du soudage. Donc, tout fond. Alors que le brasage, heureusement que non. L'assemblage est fait à l'aide d'un métal d'apport, donc l'alliage, qui est de nature différente, qui a aussi une température de fusion qui est inférieure aux pièces assemblées, et heureusement d'ailleurs. Et la grosse différence donc entre le soudage et le brasage, c'est que les pièces assemblées restent dans l'état solide. Et là, la réunion des pièces, elle est faite par mouillage, car elle ne participe pas du tout à la fusion. Encore une petite question. Donc, mon fer est réglé à 380 degrés. J'arrive difficilement à braser. Que dois-je faire? Je monte à 450. Je mets les gaz. J'essaye un fer plus puissant. J'essaye une panne plus large. Et je vérifie que ma panne est propre et en bon état. Alors, 4. Il y a plusieurs réponses. Ceux qui m'ont mis qu'une réponse, il en manque.
Ouais, 2, 3, 4. C'est pas mal ça. J'utilise une plaque chauffante. Ouais, c'est bien aussi. Mais bon, c'est pas toujours utile. Du flux, oui, ça peut aider aussi. Changer d'alliage, oui, oui, je vois qu'il y a de l'imagination, c'est bien. 2, 3, 4, préchauffage. Alors, je ne vais pas parler de plan de masse. Hein. Bon, merci. Donc, effectivement, j'essaye un fer plus puissant, si j'en ai un. J'essaye une panne plus large. Puis aussi, bien sûr, je vérifie que ma panne est propre et en bon état. Allez, température de brasage pour les alliages sans plomb. 450 degrés, entre 350 et 380, et 320 et 350. Oui. Pour l'instant, tout le monde a l'air assez d'accord. Effectivement, c'est entre 350 et 380. L'IPC recommande même de pouvoir faire des essais à partir de 315 degrés. Mais bon, ça, pour être honnête, j'ai jamais vu personne qui brase à 315, 320. Enfin, c'est très rare. Alors, question suivante. Quelles sont les deux fonctions d'un joint de brasage? Donc, il y a deux réponses. Hein. Contact électrique, contact thermique et maintien mécanique. Je vois que j'ai une réponse de nous en soude au plomb. C'était sur la question avant. Effectivement, il y en a encore. Alors, 1 et 3, 1 et 3. Bien. Effectivement, le joint, il assure un contact électrique et un maintien mécanique. Et très, très sincèrement, le plus dur à faire, c'est le maintien mécanique. C'est là où on a à peu près 80% des problèmes qui arrivent. Parce qu'on a un mauvais maintien mécanique. On peut très avoir un contact électrique avec une brasure de mauvaise qualité, mais un maintien mécanique, non. Alors, quels sont les deux réflexes avant de quitter son poste de travail? 1, j'éteins ma panne après l'avoir nettoyée, j'éteins la lumière, j'éteins ma station et je me dépêche, je suis en retard. Alors, ma question, elle est précise. Enfin, oui, c'est par rapport à mon poste de travail, par rapport à la station. Je vois qu'il y en a qui vont plus loin. J'en vois même qui mettent les 4 réponses. Oui, pourquoi pas. Merci. Donc, c'est d'abord, j'éteins ma panne après l'avoir nettoyée et j'éteins ma station. Par rapport au brasage. Après, si j'éteins la lumière, c'est mieux, hein, effectivement. Bon, je me dépêche, je suis en retard. C'est autre chose. Ok. Alors, voici des exemples de brasures, on va dire correctes, de bonne qualité. Là, vraisemblablement, à gauche, c'est du plomb. Et là, non, c'est un alliage sans plomb. Alors, tout d'abord, je vais vous parler d'un élément hyper important qui est la panne. La panne du fer à souder ou l'embout. Donc là, on a une coupe qui représente une panne. Donc, on voit en rouge, c'est le cœur en cuivre. C'est ce qui amène la chaleur. Les premières pannes qui sont sorties sur le marché étaient uniquement en cuivre. Et le problème, c'est qu'elles duraient très peu de temps. Donc, les fabricants ont un petit peu amélioré le système. Donc, vous voyez, vous avez une couche de nickel qui protège le cuivre de l'étain, parce que l'étain est très agressif pour le cuivre. Il vient littéralement grignoter le cuivre. Ensuite, on a une couche de fer qui est très fine, parce que je crois qu'elle fait à peu près 200 microns. Et c'est cette couche de fer qui amène la mouillabilité. Et c'est cette couche de fer qui s'use très vite. Et donc, il faut vraiment faire très attention à sa panne. Le fait de l'étamer, ça permet de protéger aussi de l'oxydation, donc de faire durer la couche de fer plus longtemps. Et ensuite, on a une couche de chrome ici qui empêche uniquement la migration de la soudure, de l'alliage, vers le manche pour éviter que le manche se grippe, qu'on ne puisse plus démonter la panne. Voilà comment est composée une panne. Alors, le choix de la panne aussi est hyper important. Donc là, par exemple, on a une panne tournevis, puis une panne conique. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, le fer, il amène la mouillabilité, mais il a la caractéristique d'avoir un mauvais transfert de chaleur. Donc, on voit par exemple, dans la panne conique, qu'on a une dimension ici qui est hyper importante, donc entre le cœur en cuivre et l'extrémité.
Donc là, on va avoir du mal à avoir la température de 350 degrés, par exemple, qu'on pourrait avoir dans le cœur. On aura du mal à l'avoir à l'extrémité. Alors qu'avec des pannes tournevis, par exemple, l'épaisseur est beaucoup plus fine. Alors on peut faire mieux aussi, ouais, c'est vrai. Parce que dans le meilleur des cas, quand on vient braser, donc on a une ligne de contact. Et on peut améliorer ça aussi parce que le fait d'étamer sa panne va créer une surface. Et donc, on aura une surface de contact. Et on a vérifié qu'on peut perdre jusqu'à 50 degrés d'efficacité si on n'étame pas sa panne avant la mise en contact. Donc, des fois, je vois des personnes qui montent les températures sur leur station. Ce n'est pas forcément dramatique, ça ne veut pas dire qu'en bout de panne, ils ont vraiment les 382, les 350. Mais c'est juste que, voilà, il y a une perte. Donc, si on étame, on augmente la surface de contact, donc la chaleur passe mieux et la puissance aussi. Alors, il faut toujours utiliser la panne la plus large par rapport au travail qu'on a effectué afin de pouvoir transmettre à la fois la puissance du fer et la température. Si on fait une analogie, par exemple, avec un entonnoir, dans le premier cas ici, on a pas mal d'énergie, pas mal de débit qui arrive ici. Mais le problème, c'est que l'entonnoir est tout petit. Donc là, bon, concrètement, ça va déborder. Mais j'aurai jamais à la sortie ce que j'ai à l'entrée. Alors que si, par exemple, voilà, j'ai un entonnoir quand même assez conséquent, bah là, bon, ça passe directement. Donc, ce que j'ai à l'entrée, je l'ai à la sortie. Là, pour les pannes, c'est pareil. Si on a des pannes pointues, on n'arrivera pas à transférer à la fois la chaleur et la puissance. Alors, encore un petit exercice. Donc là, pareil, je vous demande de me dire quelle est la panne la plus adaptée. Est-ce que c'est la panne A, la panne B ou la panne C par rapport au travail qui était effectué? Là, je vois qu'il y en a qui ne participent pas. N'hésitez pas. Bien. J'ai l'impression que tout le monde part sur la panne C. Hein. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi je vois beaucoup de panne B. Ok, effectivement, la bonne réponse, c'est ça, panne C. Et malheureusement aussi, certains fabricants de fer à braser livrent d'origine avec des pannes coniques. Alors, pour des travaux comme ça, c'est pas du tout adapté, quoi. Sur le CMS, je conçois effectivement que ça soit un outil qui puisse être intéressant. Mais il y a quand même une panoplie de pannes et je pense qu'on n'utilise pas forcément toutes les pannes les plus adéquates. Alors là, on va regarder quelques observations. Donc ici, on va dire une plage de cuivre. On vient poser de la brasure sur cette plage de cuivre et on chauffe sur le côté. Enfin, tout le monde le sait, hein, la brasure se déplace vers la zone la plus chaude. Deuxième observation, on a une plage un peu bizarre parce qu'elle a deux épaisseurs. On va mettre un peu d'alliage là vers le point A, vers le point B, et on se met pile poil au milieu et on chauffe. La partie mince va chauffer plus rapidement que la partie épaisse. Si A est fondu, B ne le sera pas forcément. On n'a aucune garantie. Par contre, si B est fondu, on sait que A a fondu. Donc la panne du fer doit toujours être placée au contact de la zone la plus massive parce que c'est celle qui est la plus longue à chauffer. Alors, au niveau du mouvement de la panne, alors là on est sur du traversant, bien sûr. Lorsque la panne quitte le joint, le mouvement doit être de bas en haut. Ça donne deux avantages. Ça fait que le joint est tiré jusqu'au recouvrement de la section de la patte du composant. C'est ce qui va donner un petit peu le cône. Et surtout, il n'y a pas de risque de pont ni de rechauffer une pastille qui se rapproche. Voilà, le bon mouvement, c'est ça. Voilà, si jamais on sort sur le côté, ben on risque de tirer un fil d'alliage et puis de faire un court-circuit, par exemple, ou alors de faire des filets d'oxyde. Alors, au niveau du choix pour le fil d'alliage, le bon diamètre. Alors, ce que je vois souvent dans les entreprises, c'est une règle qui me paraît bien, c'est que le diamètre de brasure doit être légèrement inférieur à la moitié de la piste sur laquelle les pièces sont brasées.
En général, ce que je vois, c'est 0,35 mm pour le CMS. Pour les bornes coupelles, les bornes à fût, donc c'est celles qui se trouvent dans les connecteurs sub D, par exemple. En général, le diamètre de l'alliage, c'est 0,5 à 0,7. Alors c'est vrai qu'un fil trop petit, le problème c'est que ça risque de surchauffer les composants, parce qu'il va falloir chauffer plus longtemps pour pouvoir couvrir la pastille. Puis un fil trop gros, c'est là où on va risquer de faire des boules, que j'ai appelées des pâtés d'ailleurs. Un petit exercice, pareil. Donc là, par rapport au travail à réaliser, qu'est-ce qui vous paraît être la bonne solution? Alors Jean-Pierre qui a mis c'est trop facile, on va durcir la session. Ouais. Je vois qu'il y a que des pros. Ah, oula. Alors, la bonne réponse, c'est C. Si on utilise le fil A, on va vite faire un gros pâté, une grosse boule. L'idéal, c'est vraiment C. Ça fait à peu près la moitié de la piste. Et là, on sait qu'on se met dans de bonnes conditions pour faire un joint correct. Alors, j'ai décomposé le process du brasage manuel. Alors, il ne faut surtout pas penser à ça quand vous le faites, sinon vous ne savez plus braser. Mais c'est pour décortiquer le phénomène. Donc, premièrement, on pose la panne sur la plus grande masse thermique. Ensuite, on vient ajouter l'alliage et on fait la liaison thermique entre toutes les surfaces et la panne. Troisièmement, une fois qu'on a le lien thermique, la panne ne bouge pas et on fait passer le fil d'alliage de l'autre côté, sans perdre la liaison thermique, bien sûr. Ensuite, on pousse le fil d'alliage, la panne ne bougeant toujours pas, pour former le volume du joint. Et enfin, on retire le fil en remontant et la panne en remontant aussi. J'entends des petits oiseaux là. Pardon. J'ai un petit problème avec ma souris. Voilà. Alors, par rapport à ce qu'on vient de voir, donc j'ai une petite question. Où est-ce que je dois placer ma panne? Où se trouve la plus grande masse thermique? Ouais, je vois qu'il y a un consensus. Alors effectivement, la plus grande masse thermique, c'est là. C'est B. Parce que là, ça va chauffer tout ça. Et là. Ni C, ni A. C'est B. Alors pour les plans de masse, parce que tout à l'heure, il y en a qui m'ont dit, ouais, moi je mets une platine chauffante. Bah, c'est pas utile tout le temps, je pense, mais il y a des cas où effectivement c'est fortement recommandé. Dans le cas d'un plan de masse, il faut vraiment utiliser la panne la plus large possible. Il faut utiliser le fer le plus puissant disponible et possible. Il faut aussi préchauffer le PCB à l'aide d'une plaque chauffante. On ajoute du flux, il ne faut pas hésiter. Et puis, normalement, on y arrive. Alors, température et durée. Donc, si jamais on ne respecte pas le bon geste à la sortie du joint avec le fer, voilà, donc on peut arriver à créer des petites choses comme ça. Donc là, souvent, c'est pas assez chaud, on a un alliage qui est pâteux. Enfin, je peux vous dire que c'est rare, parce que ce que je vois plutôt, c'est qu'il y a plutôt des températures assez élevées. Voilà, par exemple, si on a une température trop élevée, qu'on n'a pas le bon geste, voilà ce qui peut se passer. Et si on reste trop longtemps également sur le joint. Une température égale au maximum à 380 degrés avec un alliage sans plomb, c'est tout à fait possible, dans la majorité des cas, je suis prudent quand même, à l'unique condition d'utiliser la panne la plus large possible. Parce que les alliages sans plomb, en général, ils fondent entre 217 et 230 degrés. Bon, il y en a qui ont des températures de fusion plus élevées, mais ce sont des applications un peu particulières. En synthèse, donc, c'est important d'avoir toujours la température la plus basse possible pour ne pas brûler le flux.
Parce que le flux, on sait à peu près ce qu'il fait jusqu'à une certaine température. Au-delà, après, il est plutôt vaporisé et il ne va pas tellement jouer son rôle. C'est aussi pour préserver les composants. Normalement, l'IPC vous demande de vérifier, de contrôler les températures en bout de panne. Ça permet aussi d'optimiser la durée de vie des pannes. Je crois que si on monte de 10 degrés, on perd 50 joints potentiels. C'était, je crois, un Metcal qui avait dit ça dans une conférence. Donc 10 degrés, vous voyez, c'est pas neutre. Toujours utiliser la panne la plus large possible afin de permettre le meilleur transfert de chaleur. Panne la plus courte possible aussi. Utiliser le bon fil d'alliage. Et plutôt penser puissance que température. Quand on se pose la question de dire ouais, je vais monter la température, c'est qu'on a raté un certain nombre de choses avant. Il y a d'autres questions plutôt très importantes à se poser avant de monter la température. Puis il faut faire attention au stockage des composants, bien sûr. Armoire de déshumidification, sac barrière, backing. Enfin. Donc là, on va regarder quelques techniques de brasage des CMS. Alors, la norme, une norme très intéressante, qui n'est pas très connue non plus, c'est l'IPC 7711, 7721, qui concerne tout ce qui est reprise, modification et réparation des assemblages électroniques. Donc, ça permet de réparer tout ce qu'on peut réparer sur un PCBA plutôt. Mais le gros avantage, c'est qu'on trouve aussi les techniques de base pour les composants CMS. Donc, celles que je vous fais voir sont extraits de cette norme. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais commencer avec une température d'environ 315 degrés. Donc, ça, c'est une recommandation IPC. Donc là, on va regarder pour braser des chips, des MELF ou des SOD 80 avec fer à braser. Donc, on a nos deux plages d'accueil. Donc, on commence par remplir une plage d'accueil et une seule avec le fil d'alliage ou de la pâte à braser. On aligne le composant. On ajoute du flux pour éliminer l'oxydation. On maintient le composant à l'aide d'une pince Bruxelles ou autre. Hein. Il y a plein d'outils qui existent. Pour surtout pas qu'il bouge lors du brasage. On pose la panne sur la plage pré-remplie. Et pardon. J'ai vraiment un problème avec ma souris. Ouais. Et donc, le composant va alors s'affaisser sur la plage. Alors là, moi, je ne considère pas qu'on a fait un joint. Hein. On a fait un collage. Ensuite, on va passer de l'autre côté, on va poser la panne, et là, on va faire un joint. Donc là, le retrait se fait dans ce sens-là. Hein. On ne retire pas en montant. Et on va refaire le premier joint. Donc, on remet de l'alliage et on refait le joint. Parce que le premier joint, ce n'était pas vraiment un joint, c'était plutôt un collage pour maintenir le composant. Et ensuite, on nettoie les résidus de flux si besoin. Voilà une technique. Ensuite, IPC propose aussi une technique avec fer à air chaud. Donc toujours pareil, là il parle de 315 degrés en bout de la buse, à air chaud. Ça ne me paraît pas beaucoup parce qu'en général, on n'est pas au contact, donc on est plutôt dans les 400 ou 450. Hein. Ce qui fait que globalement, sur le composant sur la plage, il y a 350. Quoi. On règle le débit d'air de sortie. On pré-remplit les deux plages d'accueil avec de la pâte à braser. On positionne le composant pour pas qu'il bouge. On chauffe à une distance d'à peu près 2,5 cm pour chauffer l'ensemble. Et puis, donc, lorsque la pâte à braser commence à fondre, on approche le fer à environ un demi-centimètre. Et on chauffe jusqu'à ce que l'alliage soit complètement en fusion. Après, on repose le fer. Voilà. Et on nettoie, bien sûr, si nécessaire, et on vérifie les joints. Ça aussi, c'est une technique qui est dans l'IPC. Après, donc, on va regarder les composants à pâte en L et GWL, donc L de mouette. Donc, toujours pareil, on a besoin de fixer le composant, donc on va étamer une plage d'accueil et une sole. Ensuite, on va tenir le composant, donc il y a pas mal de systèmes qui existent, il y a des pinces Bruxelles, il y en a qui font avec le doigt ou des petites pipettes. On brase la pâte de référence, donc
celle qu'on a établie. Donc on dit qu'on vient pointer, donc on vient bloquer le composant. Ensuite, on va de l'autre côté et on va braser la patte diagonalement opposée au premier point de fixation pour bien le maintenir. Et après, donc, il y a plusieurs techniques, donc, dont une qui est pas mal, c'est ce qu'on appelle le brasage au tiré ou à la traîne. Donc, par exemple, on a des pannes qui s'appellent mini-vagues, comme on peut voir ici, donc un mini-réservoir, donc qui permet de stocker un petit peu d'alliage. Donc, on pointe le composant pour le fixer, ça on a vu. On brase l'autre patte diagonalement opposée. Là, par contre, le secret de la réussite, c'est de mettre beaucoup de flux pour éviter les ponts de brasure. On charge la panne en alliage, donc on remplit bien le mini-réservoir. Et après, donc, on brase en tirant la panne le long du circuit intégré. Alors, je vais vous faire une vidéo, parce que ça vaut mieux que des grandes explications. Donc là, alors, ne faites pas attention à la température qui est affichée, parce que c'est en Fahrenheit. En gros, ça doit faire 360 degrés. Hein. C'est pas 675 degrés. Hein. Je sais que les Américains, des fois, ils font des choses un peu bizarres, mais là, non. Donc, tout d'abord, ils nettoient bien les plages. Déjà pour enlever l'oxydation. Donc, il y a une étape qui a manqué, mais on va le revoir après. Parce que là, on n'a pas vu l'étape où il a fixé le composant. Donc, vous voyez, il a mis du flux, parce qu'on le voit, le flux. Hein. Donc, l'étape suivante, il va nous montrer... Il va un peu plus étayer. Voilà. Donc là, il passe du flux. Bon, il n'en met pas trop. Et donc, voilà ce que c'est que braser au tiré ou à la traîne. Donc, on va voir qu'à la fin, il reste un petit pont, mais ce n'est pas un problème. Il va vous faire voir comment on fait pour l'enlever. Donc, il remet un peu de flux. Le flux, c'est vraiment la solution miracle hein, pour ce type de brasage. Et hop. Alors, c'est une technique, quand on la maîtrise, qui permet d'aller très vite et surtout de faire des joints très homogènes. Il y en a qui ont du mal, qui sont plus à l'aise en faisant du point à point. L'inconvénient du point à point, c'est que quand on regarde à la bino, on voit des joints qui ne sont pas très homogènes. Alors que là, on se rapproche un peu du process automatique, quoi. Voilà donc le brasage point par point. Pardon. Donc ça se fait avec des pannes tournevis, ou il y a des pannes aussi qui sont pas mal, qui sont des pannes tronquées, biseautées, qui permettent d'avoir une surface de contact aussi qui est intéressante. Donc là par exemple c'est un PLCC, donc c'est toujours pareil, hein. On vient étamer une plage d'accueil, on positionne le composant et on le maintient. On pointe, et puis après pareil, on va aller de l'autre côté pour le fixer. Ensuite, on dépose du flux sur les surfaces à braser. On positionne la panne et le fil de brasure. Et on fait ses joints. Ça a l'air facile comme ça. Voilà. Donc, c'était juste 2-3 techniques qui existent, mais il y en a quand même pas mal. Hein. L'IPC est assez prolixe, je dirais, en la matière. Donc, après ces présentations, donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse rester en contact. Donc, ces collègues, vous pouvez les contacter. Il y a plusieurs canaux. Il y a Skype, WhatsApp, Teams, téléphone, mail et leur site web. Et moi-même, donc, j'ai mon site aussi. Et bien sûr, je suis disponible par téléphone ou par mail pour échanger avec vous. Donc là, c'est le moment des questions-réponses. Avez-vous des questions? Alors, ce que je vous propose, c'est de me faire un petit chat. Et puis, j'ouvre les micros après.
Pascal, en attendant, tu as une question de Philippe Muller. Oui. Quel référentiel IPC pour la température des fers en bout de panne? Ah oui, je n'avais pas vu, pardon. Oui, effectivement, l'information, on la trouve dans la JSTD 001. La JSTD 001, donc, c'est une norme qui est spécifique aux assemblages brasés, électroniques brasés. Et elle est très, très opérationnelle parce qu'elle donne des procédures et des valeurs limites. Donc, effectivement, c'est dans cette norme-là que vous allez trouver les réponses. Et elle parle même des ESD. Parce que hier, c'était la session ESD. Parce que elle vous explique aussi, enfin, elle vous donne des valeurs limites, par exemple, de résistance de la panne à la terre. Elle est très, très opérationnelle. Allô? Alors, Oui. question de Damien. Est-ce qu'il y a un risque si on fait une soudure pâtée? Ouais, dis-moi. Ou c'est uniquement esthétique? Alors, l'esthétique, ce n'est pas un critère, par exemple, dans l'IPC. Mais le problème d'une brasure de type pâté, c'est qu'on n'a aucune garantie qu'il y a une bonne mouillabilité. Parce que la mouillabilité, normalement, c'est On a même diffusé sur le réseau. c'est le ménisque. Sélectionné et tout. Hein. Donc, à l'IPC, si jamais on a une boule, on n'a aucune garantie qu'on aura un bon maintien mécanique. On aura peut-être un contact électrique, mais on n'est pas sûr du tout du maintien mécanique. Et comme on sait qu'il y a 80% des problèmes qui viennent des maintiens mécaniques, est-ce qu'il y a... Ouais, ça j'ai répondu. Ah, moi, j'ai regardé personnellement, mais après, Alors, les slides, le droit de sortir. on ne les met pas forcément à disposition, mais par contre, il y aura... On a un nouveau bureau, c'est pour ça. Cette conférence est enregistrée. Oui. Et donc, vous aurez la possibilité de la revisionner après. Nouveau bureau, on a... Pascal, juste un point. Est-ce que tu peux couper les micros de tout le monde et simplement les rouvrir? Parce qu'il y en a certains qui ont laissé leur micro ouvert là. Justement, il s'est passé un truc, c'est que j'ai perdu la commande là. Bon, c'est comme c'est moi qui pense que tu es le bureau. Cédric et Monsieur Cerco, si vous pouviez fermer vos micros. Ouais. J'ai pas de micro, Jean-Pierre. Je suis même plus connecté sur le serveur, j'ai été sorti. Non, mais tu raccroches et tu rappelles avec ton portable Mélissa. Ouais. Ok, on va continuer. Avez-vous d'autres questions? D'autres questions? Allez-y, c'est le moment. Il nous reste encore un petit peu de temps. Surtout venir un peu peut-être sur les problématiques que vous rencontrez tous les jours. Ce qui vous gêne vraiment. Pourquoi ça brase mal? Pourquoi on consomme trop de panne? Pourquoi on n'utilise pas le bon fer à souder? Alors, j'ai deux fois la question là pour les slides. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème de les partager. Simplement, ce que je disais aussi, c'est que vous avez possibilité aussi de revisionner le webinaire. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin, je les mets à vos dispositions. Alors, que se passe-t-il en cas de brasure sèche? À une brasure sèche, il n'y a pas de mouillage, il n'y a pas d'intermétallique. Donc, ce n'est pas du tout une brasure qui sera fiable. L'intermétallique, c'est ce qui nous garantit le fait que la brasure aura une bonne fiabilité et un bon maintien mécanique. Brasure sèche, brasure froide, tout ça, c'est des brasures qu'il faut éviter, quoi. Il faut retoucher. Hein. Souvent, quand on parle de brasure sèche, on parle aussi de collage.
Type de flux pour le bronzage de connexion fortement oxydé ou à finition nickel type contact pile. Alors, ce que je sais pas tout là, je sais pas tout répondre. Quand on a des choses fortement oxydées, bah, en gros, il y a 3 types de flux. Il y a des flux faiblement activés, moyennement activés, hautement activés. Et c'est clair qu'un flux hautement activé va être beaucoup plus agressif et quand on a des choses fortement oxydées, c'est sûr qu'il va être beaucoup plus efficace. Mais c'est comme tout dans l'électronique, il y a toujours plein de compromis. Hein. Quand on a des flux très, très activés, bah, il faut absolument bien nettoyer. Pour les finitions nickel, je ne sais pas vous dire. Et je pourrais regarder et puis vous faire un retour par rapport à ça. Enfin, je ne sais pas, disons, si le nickel, c'est une problématique particulière. Très honnêtement. Sur des cartes ROHS, quel est le risque de faire une abrasion de retouche en étain plomb? C'est une bonne question. Je sais que souvent, je le vois. Après, par rapport à la réglementation ROHS, je crois qu'on a un pourcentage maximum de plomb à pas dépasser, mais dans ce cas-là, on est loin de là. Je pense que c'est pas ça votre question, c'est qu'est-ce que ça peut poser comme problème? À mon sens, il n'y a pas énormément de risques, je pense. Sur le mélange des états, oui. Enfin, c'est pas recommandé, oui, c'est sûr, ouais. Je sais que dans mes formations, moi, je le recommande pas du tout. Parce que j'en vois quand même. C'est plus dans le cas du débrasage. Jean-François, tu as une idée? Pourquoi c'est pas vraiment recommandé? Ouais, c'est vrai que ça mérite réflexion. Il peut y avoir un problème métallurgique. Ouais. Pareil, je note la question aussi. Simplement, si vous pouviez me laisser vos coordonnées. Ah oui, pourquoi utiliser du plomb sur du sans-plomb? Bah, c'est pas du tout recommandé. Simplement, j'en vois qu'ils le font quand ils font du débrasage. Parce que par exemple, ils essaient de débraser un composant qui est assez difficile à débraser et ils rechargent en plomb parce que ils ont l'impression que, enfin, je pense, ça améliore un peu le débrasage. Et dans ce cas-là, après, ils nettoient et ils vont rebraser avec de l'alliage sans plomb. Dans ce cas, je pense qu'on peut le tolérer, mais si on vient rebraser avec du plomb alors qu'on a une majorité d'alliage sans plomb, on aura des problèmes, je pense, d'homogénéité du joint, quoi. Enfin, c'est pas recommandé de toute façon. Quand je vois des gens qui utilisent du plomb pour débraser, je leur dis bah, faites-le plutôt avec du sans plomb, quoi. D'autres questions? Non? Bon, je ne sais pas si on peut en rester là ou s'il y a peut-être encore d'autres questions. J'ai une remarque de En tout Philippe. cas, Excuse-moi, pardon. Mélissa. Non, il n'y a pas de souci. J'ai une petite remarque intéressante de Philippe Muller à tout le monde. Ceci doit être évité et remplacé par un préchauffage préalable. Ça, je
je partage. Pardon, Mélissa. Pas de problème. Pas de problème. De toute façon, ce que je disais, c'est que oui, on va se retrouver là au même rendez-vous toutes les semaines. Donc, s'il y a des thématiques que vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir. Oui, n'hésitez pas. Ouais. Merci à tout le monde d'avoir participé, donc au nom de CPLEC, et puis en remerciant Mélissa d'avoir organisé, et puis surtout Pascal d'avoir animé ça, et puis surtout vous à nous avoir consacré un petit peu de temps. Donc n'hésitez pas avant de partir, voilà, de faire un petit peu vos remarques sur éventuellement ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez revoir. Nous, à chaque fois, nous on fera évoluer nos présentations en fonction de vos attentes et vos besoins, ça c'est clair. Hein, donc, on réglera aussi petit à petit les petits problèmes techniques puisqu'on apprend à utiliser un petit peu l'outil, hein, tout doucettement. Mais on a trois webinaires par semaine pour le moment. Peut-être que ça ira un peu plus puisqu'on a d'autres experts qu'on va faire intervenir. Pour nous, c'est très important de garder le contact, hein, de plus en plus. Eh bien, je le répète, vous avez nos coordonnées. L'équipe commerciale vont vous recontacter, donc n'hésitez pas à nous aider pour progresser et puis surtout que vous en retiriez quelque chose. Merci, à bientôt et vous aurez, comme on l'a dit tout à l'heure, en enregistrement toute la conférence qui a été faite aujourd'hui. Alors pour les slides, je laisserai voir peut-être Movigo, on en reparlera. Mais ces slides seront aujourd'hui une propriété de Movigo, puisque ça fait partie de sa formation. Mais en tout cas, vous aurez déjà au moins la présentation en live, enfin en enregistrement, que vous serez capable de voir et revoir. À bientôt, bonne journée. Merci à tous pour votre participation. Juste, il y avait une personne, je ne sais pas qui c'est, Serco. Si vous pouviez juste mettre votre nom, prénom et voilà, pour que je puisse savoir de qui il s'agit, pour que je puisse vous envoyer la retranscription du coup du live. Sinon, pour les autres, je souhaite une très très bonne après-midi. Pour ceux qui sont avec nous demain, on se retrouve à 14 h pour parler de l'IPC. Et voilà, merci encore à tous et à très bientôt. Juste pour nous, Mélissa, on se refait un petit point comme hier. Oui.